que janvier 2026. Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, sont arrêtés et amenés devant une cour fédérale à Manhattan. Les images circulent, les rédactions s'agitent, et la salle d'audience devient l'épicentre d'une crise internationale. Dès l'ouverture, le ton est posé. Lecture des chefs d'accusation, enregistrement d'un plaidoyer de non-culpabilité et tension visible parmi les manifestants aux abords du tribunal. Maduro regarde la cour, s'adresse aux caméras et affirme son innocence. Sa phrase, rapportée par plusieurs médias, résonne. « Je suis innocent. Je suis toujours président. » Ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas une simple affaire de procédure. C'est un point de rupture. Un dirigeant longtemps accoutumé au pouvoir est, pour la première fois, au centre d'une procédure pénale portée par une juridiction étrangère. Ce moment pose une série de questions immédiates. Comment une telle opération a-t-elle pu être menée? Que signifie pour la souveraineté d'un pays la présentation de son chef devant une cour étrangère? Et surtout, quelles seront les conséquences pour la vie quotidienne des citoyens? La séance du 5 janvier est professionnelle et symbolique à la fois. Procéduralement, la Cour énonce l'acte d'accusation. Juridiquement, cet acte formule des allégations, et j'insiste, il s'agit d'allégations, pas de condamnation. L'État américain, par le biais de son ministère de la Justice, expose un récit qui liera, accusation, à des réseaux de narcotrafic et à des flux financiers transnationaux. Pour le public, effet est immédiat. La problématique sort du seul registre politique pour entrer dans le registre pénal international. Les caméras et les dépêches montrent aussi une scène politique. Face aux journalistes, Maduro revendique la légitimité de son mandat. Dire « je suis toujours président » est un geste politique puissant. Il vise à maintenir une posture de représentation, à rassurer ses partisans et à contester la portée morale de la procédure qui se déroule loin du sol vénézuélien. Cette revendication est à la fois performative et stratégique. Elle prolonge le récit selon lequel le pouvoir appartient encore à celui qui le revendique. Pour comprendre le 5 janvier, il faut embrasser une longue histoire. Dès l'époque de Hugo Chavez, le projet politique chaviste articulait promesses sociales et contrôle des ressources. La rente pétrolière permet des programmes sociaux, mais elle pose aussi une dépendance structurelle. Lorsque le prix du pétrole baisse ou lorsque la gestion des revenus devient opaque, les failles institutionnelles s'accentuent. Sous Maduro, la centralisation du pouvoir se renforce. Les institutions judiciaires et médiatiques se trouvent compressées. Des partisans comme des opposants sont victimes d'un espace politique de moins en moins ouvert. Cette accumulation structurelle crée des opportunités pour des réseaux parallèles. Quand les institutions se fragilisent, des acteurs non étatiques ou semi-étatiques peuvent s'implanter dans les interstices du pouvoir. Ce N n'est pas une métaphore. Cela transforme la gouvernance en terrain où l'économie licite et l'économie illicite coexistent, se croisent et parfois s'entremêlent. L'arrestation, le transfert et la présentation devant la Cour reflètent une coordination technique et juridique importante. Une procédure pénale internationale de cette ampleur implique collecte d'éléments, partage d'informations, décisions politiques et coordination logistique. La mise à disposition un accusé à une juridiction étrangère se heurte toujours à des questions de droit international et de procédure, respect des traités, garantie de procédure et protection des droits fondamentaux. Lors de la comparution du 5 janvier, la Cour inscrit le dossier dans un calendrier. La prochaine date importante est fixée au 17 mars 2026. Cette échéance structure la période des instructions et les stratégies procédurales, demande de mise en liberté, opposition sur la recevabilité des preuves, demande d'accès aux pièces confidentielles et débat sur les conditions de détention. Le 17 mars devient un repère, un moment où l'affaire pourrait prendre un tour décisif en fonction des éléments qui seront présentés ou contestés. La capture et la procédure provoquent des réactions politiques contradictoires. Sur la scène internationale, certains États interpellent l'ONU et appellent au respect des normes de droit international. D'autres soutiennent les démarches de lutte contre le narcotrafic. Cette polarisation ne se traduit pas uniquement en déclarations. Elle a des conséquences pratiques, gel des avoirs, pression diplomatique et changements dans les relations commerciales. Au-delà des États,
les organisations internationales demandent des garanties humanitaires. Elles insistent pour que la procédure judiciaire ne se fasse pas au détriment des populations déjà fragilisées. Ce double impératif, responsabilité pénale pour les acteurs présumés et protection des populations, structure toute la réponse internationale. Le 5 janvier amplifie des inquiétudes quotidiennes déjà profondes. Les hôpitaux qui fonctionnent au ralenti craignent la rupture des approvisionnements. Les familles se demandent si les aides internationales continueront d'atteindre les plus vulnérables. Les entrepreneurs, déjà réticents à investir dans un climat d'incertitude, reportent ou annulent des projets. L'impact concret se mesure ainsi. Accès réduit aux médicaments, prix plus élevés, marché instable. Pour saisir l'intensité émotionnelle, imaginez Maria, infirmière à Caracas. Le matin du 5 janvier, elle entend « L », annonce « LS », inquiète « D », à bord pour la sécurité de sa famille et pour la capacité de L, hôpital, à recevoir des fournitures. L, événement judiciaire, devient une nouvelle variable dans sa vie quotidienne, déjà marquée par la pénurie, et L, incertitude. La période procédurale est jalonnée d'étapes techniques cruciales. Les avocats peuvent attaquer la légalité du transfert, contester la provenance de certaines pièces ou exiger la communication complète des preuves. Les procureurs, de leur côté, travaillent à consolider le dossier et à répondre aux objections. Entre ces deux pôles, la presse, les ONG et les observateurs internationaux scrutent la transparence et le respect des droits. Le délai jusqu'au 17 mars N est pas neutre. Il sert à préparer les débats, à traduire des documents, à interroger des témoins potentiels et parfois à négocier des aspects procéduraux. Pour l'opinion publique, il représente le temps de la mise en scène judiciaire. Mais pour les praticiens, c'est surtout le temps de la procédure. La question centrale est celle des intérêts. Les États-Unis cherchent à affirmer une posture forte contre le narcotrafic international et à assécher les réseaux accusés avoir recours à État, pour leurs activités. Les alliés historiques du Venezuela voient dans ces événements une perte de influence et cherchent à protéger leur position. Les pays voisins redoutent les conséquences sur les flux migratoires et sur la sécurité transfrontalière. Un élément clé à observer est le contrôle effectif des ressources. Si des acteurs non civils ou paramilitaires contrôlent l'accès aux infrastructures et aux revenus, toute solution politique risque d'être inefficace à court terme. Il faudra, pour être efficace, attaquer à la fois aux problèmes politiques et aux circuits économiques et sécuritaires qui structurent le terrain. 3 trajectoires principales sont plausibles. Première trajectoire, procédure claire et respectueuse des droits, suivie d'une transition politique négociée et d'un programme international de reconstruction. Deuxième trajectoire, effritement du pouvoir et montée d'acteurs armés qui fragmentent le contrôle national, rendant l'accès humanitaire plus difficile. Troisième trajectoire, immobilisme diplomatique et judiciaire, transformant l'affaire en un outil des rivalités internationales et laissant la population au bord du gouffre. Chacune de ces trajectoires a des conséquences humaines distinctes, du retour progressif à la stabilité à une aggravation majeure de la crise humanitaire. Le contraste entre la promesse fondatrice du chavisme, redistribution et amélioration de la condition populaire, et la situation matérielle actuelle est, un des moteurs de émotion publique. La promesse et la réalité s'affrontent. Cet affrontement nourrit des récits concurrents qui alimentent la polarisation et compliquent toute solution consensuelle. Pour garder le spectateur captif, le reportage dissémine des révélations toutes les 2 à 3 minutes. Un élément d'opération, un document financier, un témoignage humain, un passage d'un acte d'accusation. Chaque révélation doit être sourcée, vérifiée et présentée en alternance avec des explications qui permettent de connecter information à la réalité quotidienne. Les lignes de défense possibles incluent la contestation de la régularité du transfert, l'attaque de la recevabilité de preuves collectées à l'étranger, et des stratégies politiques visant à déplacer le débat sur un terrain de légitimité alternative. Les avocats de la défense pourront invoquer des principes de droit international et demander des mesures protectrices pour leurs clients. L'issue dépendra aussi de facteurs extrajudiciaires, soutien international, pression publique et capacité des institutions à conserver une autonomie procédurale.
Quelques chiffres pour cadrer. Le pays possède des réserves pétrolières parmi les plus importantes au monde. Mais l'exploitation est entravée par le manque d'investissement et l'instabilité. Entre 7 et 8 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays ces dernières années. Et les flux migratoires pèsent lourd sur la région. À court terme, des mesures comme le gel d'avoirs ou des sanctions ciblées compliquent la gestion des services publics et risquent d'aggraver la situation humanitaire si elles ne sont pas accompagnées d'un dispositif d'assistance ciblée. Le pays n'est pas que un tableau macroéconomique. Il est fait de beaux histoires personnelles. Maria, infirmière à Caracas, pense d'abord à ses patients et à sa famille. Pour elle, les dates judiciaires sont secondaires par rapport à la disponibilité d'un médicament ou à la sécurité de son quartier. Raconter ses vies, c'est rappeler que la décision politique et judiciaire a un prix humain concret. La région doit coordonner ses réponses, dispositifs d'accueil pour les migrants, coopération policière et initiatives de médiation. La communauté internationale doit aussi travailler à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables, indépendamment des luttes de pouvoir. Pour éviter une escalade, il faut combiner mesures de justice et mesures de protection sociale. Le 17 mars 2026 devient la prochaine étape symbolique et pratique. Entre le 5 janvier et le 17 mars, la procédure se prépare. Motion, débat, production des preuves et mobilisation d'observateurs. Ce calendrier va conditionner la manière dont se construira l'opinion publique et la diplomatie internationale. Plus largement, il dessine la trajectoire du Venezuela pour les mois, voire les années à venir. La question centrale reste: pourra-t-on conjuguer justice et protection des populations sans sacrifier, un pour autre?